Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Je range mon bureau, c'est le numéro 37, mais en fait c'est la 40e, donc je suppose que je devrais enregistrer cela dans les Landes, numéro 40, mais bon c'est le numéro 37, donc on est en Touraine, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Alors pas énormément de livres, donc je devrais réussir à tenir en dessous des 20 minutes, d'autant qu'il y en a deux que j'ai sortis ce matin pour vérifier 2-3 petites choses, c'est les livres d'Umberto Eco que j'ai ici. Je sais que j'ai Lector in Fabula quelque part, mais j'ai pas réussi à le retrouver. C'est suite à la vidéo qu'Azélie Fayol a enregistrée avec un collègue et ami à elle, dont le nom m'échappe et j'en suis désolé, Eco Déco, sur le faux chez Eco. Et j'avais ressorti notamment ce livre-là, dire presque la même chose, d'Umberto Eco, qui est sorti dans la traduction française il y a déjà une dizaine d'années. Je sais que j'ai lu ça quand c'est sorti, ouais, c'est de 2003, pour l'édition italienne et 2007 pour l'édition française. Et c'est un livre à la fois foisonnant et fascinant et très intéressant pour la réflexion sur la traductologie, sur l'esthétique de la traduction, les pratiques professionnelles de traduction. Mais c'est un livre aussi qui dessine en creux un autoportrait d'Umberto Eco comme de quelqu'un d'absolument insupportable. Je dois avouer que moi j'avais passé mon temps à m'imaginer les pauvres traducteurs d'Umberto Eco qui ont le malheur de traduire Umberto Eco, qui écrivait en italien, dans une langue qu'Umberto Eco maîtrise, et il y en avait un certain nombre, parce que visiblement il l'avait en permanence sur les Basques, donc ça devait être assez pénible. C'est malgré tout un livre très vraiment passionnant à lire sur la pratique de la traduction. Bon, je passe, c'est évidemment une prétérition, parce que je ne passe pas du tout. Je passe sur le fait que quasiment tous les exemples de questions de traduction dont il parle sont liés aux traductions de ses propres livres, ce qui là encore est un petit peu... Bon, j'exagère parce qu'il y a d'autres exemples, il parle beaucoup de la poésie française aussi dans mon souvenir. Et voilà, c'est un livre dont j'avais corné proprement et finement un très grand nombre de pages, ce qui prouve bien que c'est un livre qui m'avait beaucoup arrêté et beaucoup fait réfléchir. Voilà, donc une petite parenthèse initiale, une petite digression liminaire consacrée à Umberto Eco. Et puis autre digression liminaire parmi les livres que j'ai sur mon bureau, mon édition de la Norton Anthology, je sais jamais comment ça s'appelle, Norton Critical Edition, les très beaux livres de texte et appareils critiques américains consacrés au poète victorien Robert Browning. Alors Robert Browning, je l'ai pratiqué, ou je le pratique moins que sa non moins célèbre épouse, Elizabeth Barrett Browning. J'ai beaucoup travaillé sur les Sonnets from the Portuguese notamment, mais pas seulement, j'avais beaucoup travaillé sur les différentes traductions françaises des sonnets portugais. Il y en a pas moins de 5 complètes, je veux dire, publiées depuis la fin du 19e siècle en France. La raison pour laquelle j'avais ressorti et j'ai reparcouru un peu mon volume de Browning, c'est parce que Hervé Loire, que vous trouverez sur YouTube à la chaîne Istapous, m'avait posé une question en commentaire sur YouTube à propos de Robert Browning, qu'il venait de découvrir et dont il me demandait de lui recommander des traductions. J'avoue que j'ai pas pu beaucoup l'aider parce que je ne les connais pas, les traductions de Robert Browning, et une rapide pour le coup recherche, j'ai pas cherché beaucoup plus de 20-25 minutes, m'a montré que, à part la traduction récente aux éditions du Bruit du Temps de L'Anneau et le Livre, The Ring and the Book, la grande fresque poétique épique de Robert Browning, il n'y avait pas grand chose de récent à se mettre sous la dent et sans doute pas grand chose de disponible non plus. Allez, on va lire quand même, histoire que ça ne soit pas uniquement mes propos oiseux, on va lire le début de Holy Cross Day, qui n'est pas le poème le plus connu de Browning, mais j'aime beaucoup ce poème. Fee, faw, fum, bubble and squeak, blessed is Thursday's the fat of the week. Rumble and tumble, sleek and rough, stinking and savoury, smug and gruff. Take the church road for the bell's due chime, gives us the summons, 'tis sermon time. Bo, here's Barnabas. Job, that's you? Up stumps Solomon, bustling too? Shame a man greedy beyond your years to hansel the bishop's shaving shears. Fair play's a jewel, leave friends in the lurch, stand on line, ere you start for the church. Je m'arrête là, les deux premiers 6 de Holy Cross Day, qui en compte 20. Et qui est un poème de 1854 de Robert Browning. On va aller ranger ça.
Et puis à ranger, eh bien, 3 livres, pas moins, des éditions Louise Bottu, autour desquels je tourne beaucoup depuis quelques temps. On sait ou on ne sait pas que je travaille en ce moment avec mes étudiants de traduction pour étudiants d'échange, donc les étudiants allophones, comme on dit dans le jargon, les étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle. Je travaille sur Klonck et ses divertissements de Pierre Barrault. On va passer le semestre à traduire des extraits, de nombreux extraits de Klonck et ses divertissements de Louise Bottu. Et du coup, j'ai aussi beaucoup repris le catalogue des éditions Louise Bottu, et je ne sais pas par quoi je vais commencer. Allez, tiens, par Marc-Émile Tinez, 140 au carré, la révolution en 140 tweets, ou les lendemains qui gazouillent. Et Marc-Émile Tinez, j'ai lu son tout dernier livre récemment. Il s'appelle, je vais le chercher, L'éternité de Jean, voilà. Et c'est le 3e livre de Marc-Émile Tinez aux éditions Louise Bottu. Celui-là, c'est le premier, donc je ne l'ai pas du tout dans l'ordre. Et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, j'avais pris quelques notes que je n'ai pas du tout regardé d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans le projet de Marc-Émile Tinez, c'est qu'il a écrit un livre sur la figure du père. C'est aussi le sujet principal de son dernier livre, de celui que je vous présentais tout à l'heure, L'éternité de Jean, Jean Tinez. Ce qui est intéressant en fait dans ce livre, c'est que c'est écrit sur le format des tweets, c'est-à-dire des textes de 140 signes, pas un de plus, pas un de moins. Alors je ne vais pas vérifier que les différents... Voilà, on peut regarder, ça c'est une page au hasard avec des fragments. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le texte principal, qui est composé de 140 fragments de 140 signes, sauf qu'en fait il n'y en a pas 140, il y en a 174, parce qu'il y a des variantes. Et sur la page que je vous ai montrée, eh bien, il y en a, vous voyez, si vous regardez, 30, où est-ce que c'est 37 bis. Et puis sur la page de droite, de la page 27, 40 bis. Et donc en fait, à la fin, on arrive à 140 dans la numérotation, mais il y en a, avec tous les bis et tous les terres, une bonne trentaine de plus. Donc c'est 13 à la douzaine, puissance 10, si j'ose dire, en continuant à délirer dans les formules arithmétiques. Donc il y a 174 tweets, donc c'est pas réellement une grosse, c'est pas réellement 140 tweets de 140, c'est pas réellement 140 au carré, il y a une tricherie. Et puis il y a une deuxième partie, ou plus exactement, une deuxième, troisième partie qui s'appelle Les deux écritures n'en font qu'une anonyme, avec 31 textes de 140 signes qui s'appellent Course et Révolution, et une deuxième sous-partie de cette deuxième partie, composée là de 15 textes de 140 signes, ce qui fait qu'à l'arrivée, 174 plus 31 plus 15, on se retrouve avec la bagatelle de 220 tweets. Donc voilà, ça s'appelle 140 au carré, mais il y en a 220. Donc bon, voilà, comme c'est tout le principe d'écriture, je me suis permis de décortiquer un petit peu. Alors pour citer quelques extraits, un peu au hasard, ou presque au hasard, le tweet numéro 99 de la partie principale: la révolution est-elle un moyen, une fin, ou les deux à la fois dans un même processus permanent, un illusoire moyen d'atteindre l'illusion? Et il y a un point, c'est même pas il y a un point d'interrogation, ici c'est un point. Donc moi j'ai mis une sorte de mise en abîme globale du projet, de la structure du livre, à savoir que c'est l'idée de revenir en permanence sur soi-même, la révolution au sens politique et historique, mais aussi la révolution au sens structurel, de revenir sans arrêt au début, de revenir sans arrêt sur soi-même. Le livre se termine sur je vais le lire, attentif au battement de ses mots, de son cœur un peu, Marc-Émile Tinez, on parle de lui à la troisième personne, Marc-Émile Tinez continue d'écrire, de courir à pied sur les routes en forêt. Et la forêt, c'est le dernier mot de cette première partie, c'est le dernier mot du tweet numéroté numéro 140, qui n'est donc pas le 140e. Et si on lit le dernier mot du livre, pour le coup, c'est le dernier texte de 140 signes, le L12, Révolution, le mot aurait été trituré, torturé de phrase en phrase, usé dans d'oiseux usages, vidé de tout semblant d'avenir pour l'histoire. Et donc si on compare ces deux textes, la première fin apparente, le tweet numéro 140, et la véritable fin du livre avant la table, ici on a une sorte de contradiction,
puisque d'une part, on nous parle au présent de Marc-Émile Tinez continue d'écrire, de courir à pied sur les routes en forêt, et puis à la fin du double codicile, le mot aurait été trituré, vidé de tout semblant d'avenir pour l'histoire. Et donc c'est comme si on avait fait totalement le tour du mot révolution, donc il y a un côté évidemment méta-textuel et méta-littéraire ici, comme si on avait fait le tour du mot révolution, mais qu'en même temps, il y avait l'écrivain qui finalement continue de vivre, continue de marcher, continue de courir et continue probablement de triturer le langage. J'avais prévu de le relier deux autres tweets, le tweet numéro 37, heureusement que j'avais pris des notes, parce que là j'improvise totalement, je ne les ai pas re-regardés, j'ai lu ça il y a une semaine à peu près. 37. Révolution, projet de se changer soi-même dont on est insatisfait. Mais on ne se refait pas, comme on ne se refait pas, on refait le monde. Et je le relis au tweet intitulé R, à la page 60, la course et la révolution sont-elles des voies pour aller d'un point à un autre, ou d'un point au même point immobile, avec la voie confondue? Alors, on le remarque, je ne parle pas du tout de ce que raconte le livre, d'abord parce qu'il fait à peine 70 pages, qu'il n'est pas cher, 9,50 € et que je vous incite à l'acheter, donc je n'en dis pas plus, mais c'est aussi parce qu'il est évidemment un peu difficile de le résumer, puisque ça part le point de départ, c'est la marche et la course, c'est le lien que l'on peut faire entre le nom de l'écrivain Marc-Émile Tinez et la pratique de la course du père, qui le relie à Émile Zatopek, avec le Z de l'initiale du nom de Zatopek qui se retrouve dans la finale prononcée du patronyme. C'est vraiment le patronyme, c'est le nom de l'écrivain et c'est le patronyme, Tinez. Ce qui est intéressant d'ailleurs, je sais que je me l'étais noté, et je ne sais pas où c'est. Ah, problème. Peut-être à la page, c'est peut-être le 88, je vais vérifier. C'est que je sais que dans la précédente version, enfin le précédent épisode de Je range mon bureau dans lequel j'avais parlé de Marc-Émile Tinez, j'avais dit que je ne savais pas s'il fallait prononcer Tinez ou Tiné. Et là, en fait, il le dit clairement. Voilà, c'est 93. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le tweet numéro 93, il rectifie, il précise la prononciation du nom, patronyme, mais il y a une coquille qui revient d'ailleurs à un autre moment. Du coup, on se demande si c'est vraiment une coquille dans laquelle il ajoute un i, donc c'est Tignez au lieu de Tinez. Je cite: Polian renonce à corriger la prononciation de son nom, de Guerrelas, Jean cesse de rectifier, Patigné, Tignez comme Maurice Thorez. 93 bis, variante, Jean qui renonce à corriger, Poyan, Papolan, Jean qui fatigue à toujours rectifier, Patigné, Tignez comme Elias, Pierre Jacquez. Voilà, donc apparemment il faut prononcer ez. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, donc il y a tout ce point de départ autour de la course, autour de la marche, autour du prénom d'Émile, qui le relie à Émile Zatopek, de la lettre Z, enfin il y a tout ça. Et il y a donc toute la question de la révolution qui est liée à cette figure du père, la révolution au sens communiste du terme, mais aussi évidemment la révolution, le fait de courir, de tourner en rond, et d'un texte qui s'écrit de manière circulaire. Bien, j'en parle pas plus parce que ça va me faire aller très 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 loin, j'avais noté plein d'autres passages, mais c'est pas grave, j'avais notamment prévu de dire en quoi ça me faisait penser au Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, mais c'est vraiment, voilà, je ne me suis pas assez préparé, c'est le soir et je suis trop fatigué pour en parler maintenant. On continue dans les éditions Louise Bottu avec Érudition, 7 lectures commentées d'Alain Frontier. Alors j'explique juste le principe du livre, c'est sous-titré 7 lectures commentées, donc on ne s'attend pas du tout à un texte littéraire au sens habituel. Et en fait dans ce texte, dans ce livre tout à fait hybride et tout à fait étrange, Alain Frontier raconte en 7 chapitres, précédés d'un avertissement, donc il y a une table des lectures à la fin, hein. Il prend un certain nombre de documents qui sont soit des photographies, soit des lettres, il y a beaucoup de lettres qui sont des lettres de famille, donc de la génération avant la sienne, voire de la génération encore avant la sienne, et ça lui permet de dresser une sorte de portrait de la jeunesse de la génération avant la sienne, au niveau du père, de l'oncle, etc. J'avoue, bon, pas m'être attardé trop dans les détails de la généalogie, parce que je trouve pas l'histoire de sa famille en tant que telle intéressante, et d'ailleurs le cœur, le corps du livre n'est pas cette histoire familiale, c'est en quelque sorte l'objet du texte principal. Mais le texte principal, comme on peut le voir en ouvrant presque n'importe quelle page au hasard, n'est pas en fait l'essentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les citations, ce qu'il raconte de la vie de
de la génération de sa famille, et est en quelque sorte avalé, phagocyté par des notes de bas de page qui sont le prétexte à de l'érudition, justement. Donc c'est un parti pris assez étrange, mais qui n'est pas sans exemple. On lit très régulièrement dans l'écriture expérimentale, dans la prose expérimentale et même dans la poésie, une utilisation comme ça de la note comme un appareil envahissant. Les textes les plus intéressants de Renaud Camus dans les années 70, mais aussi dans les années 90, étaient d'ailleurs de cette nature-là, jusque dans Les Vaisseaux brûlés, le début de son hyperlivre. Moi j'ai beaucoup pensé aussi à Sol de Laurent Cohen, si j'arrête de trébucher, de fourcher. C'est amusant que je fasse le lapsus de parler de trébucher pour fourcher de la langue, parce que le texte dont je parlais avant, le texte de Marc-Émile Tinez, fait toute cette métaphore de l'écriture et de la course à pied. Bon, peu importe. Je disais quoi? Oui, Sol, au pluriel SOLS, de Laurent Cohen chez Actes Sud, il y a peut-être 5-6 ans, il faudra vérifier, je ne l'ai pas ressorti de mes étagères, qui est un roman extrêmement abouti, très complexe, très intéressant, qui utilise justement tout ce registre des notes de bas de page de manière assez impressionnante aussi. Donc ça n'est pas sans exemple, mais ici ça a un effet un petit peu étrange, parce que les notes sont vraiment sont sans aucun rapport avec le corps du texte. C'est un prétexte à l'érudition. Et du coup, on est censé accepter le fait que ce que l'on ouvre, c'est un livre qui vaut surtout pour son érudition gratuite. Donc très étrange. Je prends un exemple, à la page 51, au début ça doit être la 3e lecture, portrait de la bienfaitrice, non, c'est la 4e, évidemment, je me trompe. Le premier mot, c'est « nous ». Nous entendions souvent parler de Madame Schiltje, mais sans l'avoir jamais vue, sinon sur une photographie prise le 20 avril 1933, mariage de Gaston, manteau d'Astrakhan ouvert sur une robe de soierie claire aux motifs discrètement végétaux. Je finis pas la phrase, mais nous, dès le début, fait un appel de note 40 et 40, le nous, qui figure dans la première phrase de Madame Bovary, étonne, de la part d'un auteur qui prétend à la pure objectivité, et dont la volonté par conséquent est d'occulter le scripteur derrière une réalité qui apparaît en quelque sorte d'elle-même. Du reste, à peine est-il écrit qu'il sera définitivement oublié. La note se poursuit. Voilà, donc ça fonctionne vraiment comme ça. C'est assez étonnant. Autre exemple, là, plus linguistique, parce que Alain Frontier, l'auteur, se donne dans la 4e de couverture poète et grammairien. Autre exemple, la traversée d'Ouessant, c'est dans le corps du texte de la page 84. Note 73, seule sa corrélation avec la préposition à garantit la signification concrète de la préposition de. Employée seule, cette même préposition devient une marque purement grammaticale, abstraite, sans contenu sémantique. Elle indique l'existence d'une relation étroite et nécessaire entre deux idées, mais sans préciser la nature de cette relation. Seul le contexte permet d'y voir clair. Cette indétermination sémantique, jointe à la catacrèse qui frappe les substantifs, permit, on le sait, à la poète Michel Métaille d'inventer ses compléments de nom. Et donc là, il y a une espèce d'érudition pure, pour parler des prépositions, qui est elle-même, donc le texte devient un prétexte à la note, qui devient l'essentiel du texte, et la note elle-même est un prétexte à l'intertextualité et à finalement rendre hommage à une œuvre dont on imagine que Alain Frontier veut s'y apparenter, ou veut la louanger, ou veut s'y référer. Donc un texte vraiment déroutant, et comme je vais manquer de temps pour parler du livre suivant, eh bien alors le livre suivant c'est Albin, saison 1, 100 épisodes, eh bien c'est pas grave, j'en parlerai la prochaine fois, mais je le signale d'ores et déjà. Le dernier exemple que je prendrai, c'est à la toute fin de Érudition d'Alain Frontier. Où est-ce que c'est Nous étions l'un et l'autre élève en classe de philo. Note 134. Et la note 134, elle fait 2 pages. Hein, elle fait 2 pages et demie. René Maublanc avait déjà 63 ans quand il entreprit de m'enseigner en philosophie, etc. etc. Et donc il parle de son professeur de philosophie, quand il était au lycée. Il raconte plein de choses sur lui. Enfin, nous savions qu'autrefois, à l'instar de plusieurs écrivains de son temps, Paul-Louis Couchoux, Julien Vaucance, Georges Sabiron, Jean Pollian, Pierre-Albert Villiraud, Paul Éluard, tiens, Jean Pollian, qui était déjà dans 140 au carré. Donc, à l'instar de plusieurs écrivains de son temps, il avait pratiqué l'art du haïkai, comme on disait alors et comme l'écrit encore, mais en un seul mot, haïkai, le dictionnaire Robert de 1966. Larousse, lui, admettait les 2 orthographes, haïku ou haïkai, dès 1962. Qui saisirait aujourd'hui haïkai en 2 mots sur un moteur de recherche tomberait d'abord sur la longue liste des restaurants qui portent ce nom. Pour se renseigner sur la poésie nippone, il est conseillé de saisir haïku,
en un seul mot, et non Haikai en un mot. Nous en connaissons au moins un, que ces élèves se transmettaient oralement d'une année sur l'autre, et dont j'apprends aujourd'hui qu'il fut écrit, la date n'est pas indifférente, en juillet 1917. Mes amis sont morts, je m'en suis fait d'autres, pardon. Voilà, et cette note se termine sur la citation d'un haïku inédit du professeur de philo de l'auteur, René Maublanc, et se termine aussi bien sûr sur cette espèce d'hommage abrupt aux morts de la Première Guerre mondiale. Comme l'appareil photo va me couper le sifflet, je termine pour aujourd'hui, c'était Je range mon bureau numéro 37.